bien, mesdames et messieurs. Je salue tout particulièrement Patrick Caram qui est à côté de moi, le président fondateur de la coordination des chrétiens d'Angers. J'excuse cet après-midi nos deux co-présidents du groupe d'études, Véronique Bess et Claude Glasgow, qui ne peuvent pas faciliter cette séance cet après-midi. C'est la raison pour laquelle ils m'ont demandé de les suppléer. La manière dont notre séance va se dérouler est la suivante. Je vais laisser la parole dans quelques instants à Patrick Caram qui va nous parler du voyage que le président a organisé récemment au Proche-Orient, et ensuite nous laisserons s'exprimer des différents représentants religieux des pays qui sont là. Je remercie vos excellences les prêtres ici présents pour nous parler de la situation dans leur pays, et nous avons bien entendu des choses comme ils le veulent. Nous ne sommes pas dans ce groupe d'études pour aider la parole, bien au contraire. Je signale simplement, nous ferons dire que s'exprimer. Nous avons cette séance sur question d'actualité du gouvernement à 15 h. Je laisserai bien entendu le soin à mes collègues évidemment disposer de leur temps comme ils le souhaitent. Si toutefois nous ne pouvons pas dépasser 15h15, 15h20, 15h25, ce sera très bien, ce qui laissera de prendre le temps à chacun de s'exprimer comme il l'entend. Voilà, Monsieur le Président, merci de votre visite. Vous avez la parole. Merci Monsieur le député, merci pour votre soutien, merci aussi à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui nous ont accompagnés là-bas et notamment Guillaume Chevrolier qui est à nos côtés. Je vais être très bref sur la situation des chrétiens en Irak, Syrie, Liban. Nous avions une délégation d'une trentaine de personnes, des organisations humanitaires, des parlementaires droite et gauche, sénateurs, députés, et différentes organisations de franco-irakiens, franco-libanais, franco-syriens, franco-égyptiens, franco-serbes, etc., etc. Et ce constat que nous faisons est implacable. Il a donné lieu à un rapport qui vous sera distribué. Le courrier aussi sera adressé à l'ensemble des parlementaires. Quelques lignes forces d'abord en Irak. En Irak, malheureusement, la situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui n'est pas simplement très compliquée, elle semble très compromise aujourd'hui. Nous comptons entre 350 et 400 000 chrétiens qui sont pour beaucoup réfugiés à Erbil. Les chrétiens qui étaient à Erbil, de manière historique, n'ont pas de problème, ils peuvent travailler. Ceux qui sont des réfugiés ne peuvent pas le faire. Il faut qu'ils demandent un visa, il faut qu'ils... je parle des chrétiens d'Irak, il faut qu'ils demandent un visa, il faut que ça soit renouvelé, et puis ils n'ont pas d'autorisation de travail. Ils doivent, lorsqu'ils vont dans les écoles publiques, eh bien, ça se fait en langue kurde. Donc c'est des problèmes extrêmement compliqués. Et les chrétiens et les yézidis que nous avons vus, mais surtout les chrétiens, aux trois quarts veulent partir. Leur situation est donc instable. Ceux de Bagdad vivent sous la pression, mais vous verrez tout ça dans le rapport. Il faut savoir que les camps de réfugiés ont surtout accueilli dans la partie kurdistan irakien les Syriens. Il y a un phénomène, et ça, c'est des témoignages d'organisations humanitaires. Nous ne l'avons pas mis dans le rapport. Nous ne souhaitions pas stigmatiser les uns et les autres, mais de prostitution extrêmement important. Il y a un problème aussi d'accès aux soins, d'accès à l'école, à l'enseignement. Et au-delà de ces camps, les Irakiens qui sont partis, qui ont été chassés en 2014, sont eux, par contre, dans des ossatures. Ils ne sont pas forcément pris en charge par des organisations humanitaires internationales, et donc la situation est encore plus instable. Et sur cette situation quasiment désespérée pour les chrétiens, à moins que tout se calme, tout s'apaise et qu'on les aide à revenir sur place en les aidant à reconstruire, il y a un autre problème, c'est la question politique. Daesh est l'ennemi identifié, mais il y a aujourd'hui un bras de fer entre le président Barzani que nous avons rencontré et une opposition tenue par son président de l'Assemblée nationale, aidé par des parlementaires qui qualifient eux-mêmes d'islamistes. Et deuxième, donc son pouvoir est contesté. Et par ailleurs, les Kurdes veulent leur indépendance. Ils nous l'ont dit très clairement à tous les niveaux de responsables que nous avons pu rencontrer. Et donc la question de Daesh n'est pas forcément la première question. C'est la question du Kurdistan. C'est la question aussi du territoire kurde, du clan ou de la faction qui prendra le pouvoir sur les territoires libérés. Donc les choses sont très complexes en Irak. Sur la Syrie, nous avons refusé de rencontrer les responsables politiques, donc nous n'en avons vu aucun. Nous sommes allés à la rencontre des patriarches
et à Maaloula à la rencontre de différentes communautés chrétiennes qui sont venues de toute la Syrie pour faire des témoignages. Plusieurs éléments. Le premier, et ça nous a tous marqués, tous quasiment choqués pour ceux qui pouvaient l'être, il n'y a aujourd'hui aucun recul de la part des patriarches. Ils sont tous pro-Bachar el-Assad. Et j'allais dire que sa popularité est devenue très forte avec les événements, loin de s'affaiblir auprès des chrétiens qui auraient pu exercer une sorte de droit d'inventaire. Aujourd'hui, il apparaît comme le seul recours, et le nonce apostolique, qui est d'origine italienne de mémoire, le nonce apostolique lui-même est dans cette logique où il nous a fait passer un certain nombre de messages en disant que votre diplomatie est sourde, elle est aveugle, il faut qu'il vienne se renseigner sur place. Il l'a dit avec toute la subtilité, mais avec toute la fermeté. S'agissant de la question des chrétiens, il y a 450 000, il y a 1 800 000 chrétiens. Sur ces 1 800 000 chrétiens, 450 000 chrétiens sont déplacés ou réfugiés. On n'a pas pu quantifier le nombre de ceux qui sont déplacés ou réfugiés. Il y a une question qui revient, c'est que les chrétiens qui veulent revenir dans des villages libérés n'ont pas d'aide internationale. Et c'est un vrai sujet. Pour bénéficier d'une aide internationale, il faut qu'ils aillent en Syrie ou en Jordanie, au Liban ou en Jordanie, mais en Syrie même, ils n'ont pas accès à l'aide internationale, et quand vous avez des maisons détruites, c'est très compliqué de revenir. Le deuxième message qu'on nous a fait passer concerne la question sécuritaire pour l'Occident. On l'a, ce message-là, entendu partout où nous étions, y compris des services secrets libanais. Comment la France peut-elle éviter des attentats? Comment la France peut-elle éviter des attentats si elle ne travaille pas avec ses homologues? Je parle des services de sécurité syriens. La France passerait par le Liban et par la Russie, et c'est totalement insuffisant aujourd'hui. Et ce manque de coopération expose les Français. C'est les messages que nous avons pu entendre. Troisième élément qui nous a effectivement alerté, c'est que sur place, on ne fait pas de différence, ou très peu, entre mouvements djihadistes. Il est entendu que Daesh, c'est une majorité d'étrangers, mais les mouvements, les hommes peuvent passer de mouvement en mouvement. Et parfois, ils s'entendent pour attaquer, ils s'entendent parfois pour attaquer ou mener des actions sur leur cible, et donc il y a une sorte de rejet là-bas de tout ce qui concerne ce qu'on appelle le mouvement djihadiste ou islamiste. Pour eux, la position de l'Occident est complètement incompréhensible, de faire le tri entre les mauvais islamistes, typiquement Daesh, peut-être Al-Nusra, et les autres qu'on accepterait. Ils nous ont cité Harar el-Sham, ils nous ont cité différentes mouvances islamistes, en nous disant que ceux-là aussi ont participé à des combats, à des massacres, à des persécutions contre les chrétiens et contre les populations civiles, et que souvent sur le terrain il peut y avoir des confrontations, mais il y a des sites où il y a une collaboration. S'agissant de la Syrie, et je vais toujours très vite, la charge des 1,4 million, 1,5 million de réfugiés est énorme et pose un véritable problème, un problème pour l'identité future du Liban, un problème pour la stabilité du Liban. Il nous est cité souvent l'exemple d'Herzl, c'est la seule région du Liban qui a construit des camps pour les réfugiés. Le Liban instruit par l'exemple palestinien, et on nous a très clairement dit que les Palestiniens étaient en train de se radicaliser dans les camps. Le Liban, donc instruit par les camps palestiniens, n'avait pas voulu construire, sauf Herzl, des camps. Et lorsqu'il y a eu les événements d'Herzl, ce sont des centaines de réfugiés dans les camps du Liban qui sont sortis avec des armes, s'en prendre à l'armée libanaise, et qui sont ensuite revenus avec les mêmes armes dans les camps. Ces camps sont aujourd'hui entourés par l'armée, mais l'armée ne peut pas rentrer de peur de déchaîner un bain de sang. Donc la question est entière sur la souveraineté et la stabilité du Liban, et par ricochet, celui de l'Occident. Nos interlocuteurs nous ont mis en garde aujourd'hui sur plusieurs phénomènes. Le fait d'accueillir des réfugiés en nombre aussi important, d'abord avec cette alliance avec la Turquie, pourrait être un message qui pourrait être suivi par d'autres pays. Le ministre des Affaires étrangères libanais nous l'a dit de manière très amicale. Si je faisais la même chose, on l'a entendu d'autres responsables politiques.
il y a quand même 1,4 million au Liban, peut-être 1,5 million, 1,6 million en Jordanie. Le message que donne l'Occident, l'Europe, avec son accord avec la Turquie, n'est pas forcément le meilleur, d'autant qu'ils considèrent que nous ne pourrons pas intégrer ces populations-là. Troisième remarque, c'est que sur ces populations-là, ils répondent à la sociologie de la population en Syrie, et donc forcément parmi eux, il y a un quota de gens plus ou moins radicalisés, plus ou moins sensibles aux thèses d'un certain nombre de tendances islamistes, et que ça posera aussi une question relative à la sécurité et à la stabilité de l'Occident. Je ne vais pas m'étendre sur la question de l'élection présidentielle, puisque je vais laisser la parole aux uns aux autres. Et sauf si vous avez des questions, je souhaiterais que Sona Tamian... Je suis là. Je vais prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Simplement,